Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eva Kaina Pila. Hasard de la vie ou synchronicité, je la suivais depuis plusieurs mois sur les réseaux, quand elle m'a proposé de participer à mon podcast. Et hasard du calendrier ou non, j'ai participé il y a quelques jours à son atelier conférence « Exprimer sa mission d'entrepreneur avec conviction » grâce à une méthode clé en main et tout de suite opérationnelle. C'est donc avec grand plaisir que je donne la parole à celle qui donne de la voix à notre business. Eva est une entrepreneure dynamique, spécialisée dans le coaching narratif et le storytelling. Elle est également formatrice. Prise de parole, pitch, manifeste, raison d'être n'ont pas de secret pour elle. Il y a un peu plus de 2 ans, elle crée Okiara pour aider les entrepreneurs en quête de sens à déployer une communication inspirante et un discours impactant. Je vous invite à découvrir son parcours, sa manière de concevoir l'entrepreneuriat, son why, sa mission et sa raison d'être, ainsi que ses projets. Vous saurez tout. Laissez-vous embarquer par son dynamisme et sa communication vraie. Place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Eva. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, moi je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour te présenter ou compléter peut-être ce que j'ai dit de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Bien déjà, je suis ravie d'être invitée dans ton podcast. Merci encore. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, alors, merci pour la présentation qui était très juste. Pour ajouter des éléments, du coup, donc moi j'ai 32 ans et j'ai travaillé 10 ans dans la communication pour des associations, des fondations, des entreprises, voilà, différentes typologies de structures. Et aujourd'hui, donc, comme tu l'as très bien dit, j'accompagne les entrepreneurs dans l'expression de leur mission. Et je les aide vraiment à trouver les mots justes avec clarté pour exprimer ce qu'ils ont envie d'apporter au monde, que ce soit par les mots, mais aussi par l'expression lui-même du business avec une activité avec laquelle ils sont vraiment alignés et un discours avec lequel ils sont alignés. Tu as créé Okiara. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Okiara? Oui, alors le nom que j'ai donné, donc Okiara, c'est un nom que j'ai créé moi-même, que j'ai imaginé. En fait, ça part d'un voyage que j'ai fait en 2018. Je suis partie 1 an en voyage en solitaire avec mon sac à dos et j'ai passé 3 mois au Népal. C'est au Népal que j'ai vraiment fait le gros point sur ma vie, mon histoire, ce que je voulais faire, comment je voulais faire, et vraiment une grosse introspection. Et j'ai passé pas mal de temps dans une ville qui s'appelle Pokhara et j'ai adoré, je m'y suis sentie extrêmement bien, j'ai eu beaucoup de déclics, on va dire, à dans cet endroit et j'avais envie de quelque part créer une énergie ou une identité un peu en lien avec ça. Donc après voilà, je me suis un peu amusée, j'ai dû passer 2-3 heures là-dessus à voir le nom que je pouvais créer à partir de Pokhara tout en mettant d'autres éléments. Voilà, je me suis un peu laissée porter par l'inspiration. En tout cas, il y a cette énergie-là de mon voyage au Népal dans ce nom d'entreprise. Comment est-ce que tu es venue à créer ta propre entreprise? Eh bien, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'étais chargée de communication à Biarritz, dans un espace coworking. Et
Et en fait, je me sentais plus alignée avec. J'étais pas bien. En fait, je me sentais un peu renfermée dans quelque chose dans lequel je me sentais pas m'épanouir. Et pourtant, j'aime la communication. Ça a été vraiment un choix de cœur, même quand j'ai eu 18 ans et que j'ai dû faire mon choix Parcoursup là. Tout ça a été très très juste pour moi, mais je pense que le salariat et puis être enfermée dans un cadre, c'était compliqué pour moi. Donc j'ai décidé de partir. Et puis c'est vrai que avec tous les voyages que j'ai pu faire, c'était pas possible pour moi de me renfermer dans un carcan dans lequel je me sentais pas bien. J'avais trop travaillé, trop introspecté, trop écrit, trop réécrit mon histoire pour accepter ça. Donc j'ai fait le choix de partir. Et dans la foulée, eh bien hasard de la vie, synchronicité, je ne sais pas, mais j'ai rencontré un business angel. C'est-à-dire? Alors une personne, voilà, j'ai fait une très belle rencontre, une personne qui, vraiment 2 jours après avoir quitté ce poste, j'ai rencontré une personne qui m'a, à la base, c'était potentiellement une collaboration en communication sur sa boîte à lui. Et au final, au fur et à mesure des échanges qu'on a eus, au bout de 2-3 rendez-vous, il m'a dit, écoute, Eva, si tu veux créer un projet, si tu veux te reconvertir, faire une formation, je t'accompagnerai financièrement sur cet aspect-là si t'en as envie. Sacrée rencontre. Ouais, c'était assez dingue à l'époque. Puis la preuve que, moi, quand je suis partie de mon ancien job, j'avais ni chômage, j'avais rien. T'as démissionné? J'ai tout lâché. J'ai vendu mon Vespa pour passer l'été à manger à peu près correctement. J'ai pris un risque, quoi. Clairement, j'étais un peu. J'ai écouté mon cœur, j'ai vraiment écouté mon intuition. Et en fait, cette rencontre s'est faite dans la foulée, mais vraiment 2-3 jours après. C'est assez dingue, la preuve que quand on s'écoute, qu'on prend des risques et qu'on essaye d'être aligné vraiment à notre conviction, en général, il y a des choses qui se passent derrière. Donc j'ai réfléchi à cette proposition, je me suis dit est-ce que tu as envie de faire ça? L'entrepreneuriat, t'es sûr? Est-ce que c'est pour toi? Toutes ces questions-là. Et j'ai fini par accepter. Donc j'ai accepté sa proposition et c'était parti, du coup, sur la création du projet où j'ai décidé de me former au coaching narratif. Donc pour travailler sur les histoires de vie des personnes, entrepreneur ou pas, et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur cette pratique-là, qui a beaucoup fait écho à mon histoire aussi, à moi personnelle, et au travail que j'ai fait sur moi quand j'étais au Népal, à moi-même réécrire mon histoire pour le coup. Tous mes carnets, j'ai une collection de carnets chez moi, j'en ai avoir une vingtaine, j'ai pas tous pu les prendre parce qu'en avion c'était compliqué, mais j'ai une vingtaine de carnets où j'ai réécrit toute mon histoire en fait, tous les moments un peu délicats que j'ai remis dans d'une autre couleur pour pouvoir avancer et créer la vie que j'avais envie de créer. Et donc la pratique narrative, le coaching narratif pour travailler sur les histoires de vie. Et voilà, après il y a eu plusieurs choses, il y a eu l'hypnose, plusieurs disciplines, je me suis un peu cherchée pendant 1 an sur différentes pratiques. Et puis le coaching narratif est resté vraiment le fil rouge de ce que je voulais travailler avec les personnes, parce que pour moi l'histoire de vie, c'est vraiment une matière fertile et un terreau qui est extrêmement précieux en fait. Et pour moi c'est ça qu'il faut travailler pour savoir où on a envie d'aller. Et puis de manière naturelle, les entrepreneurs sont venus vers moi en fait au courant de la première année. J'ai commencé à travailler en coaching narratif avec certaines personnes, à communiquer dessus sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a eu vraiment une vague d'entrepreneurs à un moment donné qui m'ont tous dit j'ai un business ou je lance un business et j'ai besoin de l'aligner avec qui je suis, avec mon histoire, j'ai besoin d'une cohérence et j'ai besoin de mettre le doigt sur la cohérence en fait pour pouvoir après le porter et être sûr quelque part de pas me planter et de pas être à côté de la plaque. Donc ça s'est fait assez naturellement comme ça. Parce que finalement c'est pas spontané, naturel, quand on vient à être entrepreneur ou quand c'est une reconversion professionnelle, de trouver la raison d'être de notre activité. Il n'y a pas une évidence pour tous finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on se pose vraiment, lorsqu'on a cette possibilité de se reconvertir ou qu'on prend cette décision-là, en général, on va être appelé vers quelque chose, une discipline, une activité, une certaine typologie de personnes, ou voilà, on va être appelé par quelque chose. Et en fait, en général, on va y aller, donc on va affirmer ce truc-là, on va dire ok, moi je sais pas, j'ai envie de travailler sur la communication animale par exemple, ça m'appelle, je vais y aller, je vais créer une entreprise à partir de ça, etc. Et puis au bout d'un moment, ça va pas être suffisant en fait, il va falloir, en tout cas c'était le discours de certains entrepreneurs, je sais plus ou moins, mais j'ai besoin de gagner encore plus en clarté là-dessus pour vraiment avoir le fil conducteur, le fil rouge, l'ancrage vraiment. Parce que je me perds dans ma communication, je me perds dans mon discours, j'ai l'impression que mon ancrage il est pas assez solide ou que je sais pas comment me différencier, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire.
Et en général, c'est ça, c'est comme si l'entrepreneur, en fait, il voyait quelque chose de loin, c'était un peu flou, et qu'avec moi, l'idée, c'était de tailler un peu comme une pierre, quoi. On va la tailler pour vraiment aller retrouver l'essence même de, ok, je comprends pourquoi aujourd'hui je fais de la communication animale, ou je fais de la thérapie artistique, ou je fonde une école, ou j'accompagne les personnes âgées, et en fait, c'est vraiment affiner ça. Dans le parcours de l'entrepreneur pour qu'il puisse passer des seuils, en fait. Que tu disais, tu fais le lien avec l'histoire de vie. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors moi, je l'ai expérimenté dans ton atelier, mais quand tu dis refaire le lien avec l'histoire de vie, ça consiste en quoi? Ouais, moi la méthode, la pratique que j'utilise, c'est que quand je travaille avec des entrepreneurs, il y a toujours une première étape où on va travailler sur son histoire de vie. Donc on va revisiter son histoire de vie, c'est-à-dire que en filigrane, on sait pourquoi il a fait appel à moi, on sait quel est son projet, et en fait, on va un peu enquêter et voir dans son histoire de vie quels sont les événements, les anecdotes, les passages de vie qui peuvent faire écho à son business et à pourquoi aujourd'hui il est dans cette thématique, sur ce sujet-là bien précis. Et donc, j'utilise un outil qui s'appelle l'arbre de vie, et on va reparcourir l'histoire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette première étape-là, c'est qu'à la fin de la séance, on commence à vraiment à tisser le lien de, ok, en fait, c'est parce que quand j'étais ado, j'ai vécu ça, et puis après, à 30 ans, j'ai revécu une histoire un petit peu similaire. Et puis, en fait, à 25 ans, il y a eu un écho à ça aussi. Ah oui, mais en fait, quand je tisse les liens, en fait, je vois qu'il y a un fil rouge, il y a une cohérence, et du coup, en général, c'est là que l'entrepreneur se dit, waouh, j'avais besoin de mettre le doigt sur ces 2-3 points-là pour réaliser qu'en fait, non, c'est pas déconnant du tout que je me lance là-dessus, ou que je sois entrepreneur dans ce domaine-là. Et c'est comme si l'entrepreneur avait besoin, et l'humain en fait en général, de connecter les points les uns aux autres, comme dirait Steve Jobs, pour pouvoir trouver la cohérence, le sens, et après pouvoir le porter, l'exprimer pleinement, quoi. Peut-être aussi le conscientiser vraiment, parce qu'on peut être amené à exercer une activité ou à se reconvertir parce qu'on est inconsciemment peut-être guidé par quelque chose, mais c'est ça. Là c'est vraiment en prendre conscience pleinement et, comme tu dis, retisser des liens. C'est exactement ça. En fait, on est appelé par quelque chose qui est presque inconscient, et on le conscientise avec le travail qu'on fait avec moi, on le met en lumière, on l'exprime en fait par les mots, mais par aussi waouh, ok, je comprends. Et à partir de là, ça accélère vachement de choses dans le business de la personne. Comment est-ce que tu es venu à t'orienter, à travailler sur la raison d'être des entrepreneurs en faisant le lien avec leur histoire de vie? Est-ce que c'est la formation que tu as faite sur le coaching narratif qui t'a éclairé sur cette manière d'accompagner les entrepreneurs? Oui, alors ma formation en coaching narratif, moi, toutes les formations que j'ai faites, j'en puise l'essence, on va dire, à chacun, et après je crée un peu, parce que moi aussi j'ai un peu cette pensée d'artiste là en arborescence, où je prends un peu à droite à gauche et je crée moi-même ma méthode. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et du coup, l'idée, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est que quand les entrepreneurs sont venus vers moi et que j'ai commencé à discuter avec eux de leur histoire, en fait, très naturellement, à chaque fois, ça fait émerger mais je comprends pourquoi aujourd'hui je suis formateur dans le digital, ou je suis coach, ou je suis thérapeute, ou je suis artiste, ou je crée des éléments de décoration, parce que le beau pour moi, c'est la matière, le beau, la décoration, c'est important pour moi parce que j'en ai eu besoin à une certaine période, etc. Et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, quoi. La raison d'être du projet de l'entrepreneur, elle émerge de manière vraiment, naturelle avec ce process-là d'histoire de vie. Est-ce que c'est le cœur du coaching narratif? Alors, cœur, pas vraiment. C'est-à-dire que, comme je dis, moi, j'ai un peu revisité cette pratique-là, et je l'ai un peu mis au service des entrepreneurs. Le coaching narratif, donc la pratique narrative, même à la base, ça s'appelle la pratique narrative. L'idée, c'est vraiment d'aider les personnes, à revisiter leur histoire de vie, pour pouvoir sélectionner, entre guillemets, les histoires qui vont parler de nous d'un aspect positif. Et d'aider la personne à lui dire, en fait, tu n'es pas que une histoire, ou tu n'es pas qu'une période de ta vie, tu es une multitude d'histoires. Un peu comme une boule à facettes, en fait. On a plein d'histoires, et en fait, on peut nous-mêmes sélectionner consciemment et se dire, cette histoire, elle est à mon service, je vais la mettre en valeur. Cette histoire, elle est à mon service, je vais la mettre en valeur. Et du coup, en fait, de sélectionner des histoires riches, qui disent des choses intéressantes et belles de nous, pour pouvoir leur redonner de la force, en fait, dans notre discours, dans notre propre discours qu'on a de nous-mêmes, en fait, parce qu'on le sait très bien, c'est l'histoire qu'on se raconte qui est importante. C'est pas ce qui s'est réellement passé, c'est comment nous on nous le raconte, et qu'est-ce qu'on a envie de raconter à propos de nous. Donc ça retravaille tout le discours intérieur, en fait, tout le dialogue intérieur de la personne, et c'est vraiment les remettre au premier rang, quoi. Et les autres, les laisser, elles ont été là, mais on n'est pas obligé de les alimenter constamment.
Voilà, tu le mets au service des entrepreneurs, mais tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé avec les particuliers. Oui. Mais tu ne travailles pas avec les particuliers? Non, j'ai commencé à travailler avec des particuliers au tout début quand je suis sortie de ma formation en coaching narratif et pour être honnête, je me suis pas sentie très à l'aise, je pense que j'avais peut-être pas la maturité ou je ne sais pas, en tout cas il y avait quelque chose qui jouait pas je me sentais pas très à l'aise. Je pense que je suis peut-être trop jeune ou je sais pas, mais il y avait vraiment des personnes qui sont venues vers moi avec des problématiques très lourdes. Et en fait, je me sentais pas capable. Enfin, je me sentais capable de les accompagner, évidemment, à mon niveau, mais pour moi, c'était trop énergivore. Enfin, je suis peut-être encore trop connectée aux émotions des autres. C'était trop compliqué pour moi à gérer. Et du coup, c'est vrai que quand les entrepreneurs sont venus vers moi, je me suis dit, ok, moi aujourd'hui, en tout cas, la Eva d'aujourd'hui, elle préfère travailler sur de la construction, de la création de projets plutôt que sur de la guérison de blessures, de traumas ou ce genre de choses. Peut-être que ça changera plus tard, hein. Peut-être que dans 20 ans, ça m'étonnerait pas, je basculerai vers ça. Mais aujourd'hui, je préfère être sur de la création. Ouais. Tu aides les entrepreneurs à définir ou à redéfinir leur mission et leur raison d'être. Alors, tu l'as déjà évoqué en filigrane, mais quelle serait la mission et la raison d'être vraiment d'Okiara? Alors moi, ma mission, la mission d'Okiara, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de pouvoir exprimer clairement leur mission, parce que moi, je suis vraiment sensible au sujet de l'identité. De par mon histoire personnelle, que ce soit à l'école ou dans d'autres sphères de ma vie, j'ai plutôt été... alors moi, j'ai vécu comme ça, je dis pas que tous les enfants l'auraient vécu comme ça, je remets la faute à personne. Mais moi, je me suis sentie un peu étouffée dans mon déploiement, dans mon expression, en fait, de petite fille, dans mon expression de mes besoins, de qui j'étais, parce que j'étais un peu atypique, quoi. Enfin, voilà, j'étais mauvaise à l'école, mais parce que j'étais toujours dans ma lune, sur la lune, j'étais toujours dans mon monde, j'étais très créative, très pensive, j'étais vraiment déjà dans le monde de la pensée. Hein. Et du coup, à l'école, ça le faisait pas, donc j'ai très vite été rangée dans le voie de garage, tu ne feras jamais d'études, tu travailleras en usine, tu seras caissière. Enfin, en plus, c'est vraiment un manque de respect pour les personnes qui ont ces métiers-là, de 1. Et de 2, c'est extrêmement... ça coupe les ailes des enfants de faire ça. Donc moi, je pense que je me suis sentie couper les ailes. Et donc, pour moi, l'expression, l'identité et porter haut et fort qui on est, qui on a envie d'être et les mots qu'on a envie de déployer pour affirmer qui nous sommes. En fait, moi, c'est le sujet de ma vie, c'est ma vocation. Parce que j'en ai manqué. J'ai dû le faire pour moi-même. C'est encore dur des fois à certains niveaux, mais je suis en chemin. Et du coup, accompagner les entrepreneurs à le faire eux-mêmes, pour moi, c'est presque une médecine. En fait, c'est vraiment une vocation et j'ai envie de les aider à valoriser leur identité, à créer des discours avec lesquels ils se sentent eux-mêmes alignés et en confiance pour pouvoir après que ça résonne aussi chez les autres et sortir de j'ai une boîte, j'ai un discours, je fais comme les autres, j'ai la même couleur que les autres, je sais pas comment me différencier, alors que si on travaille sur la couleur et l'identité même des entrepreneurs avec ce travail de coaching narratif et d'autres outils, en fait on voit que chaque entrepreneur est différent en fait et peut apporter quelque chose de différent et peut avoir un discours différent s'il reconnecte à cette identité. Tu as un exemple à nous donner sur un accompagnement que tu as fait Ouais, mais je vais vous parler du dernier du coup qui est en cours avec donc une cliente qui s'appelle Pauline. Et en fait, la Pauline, elle a pour projet de créer un atelier en fait où elle va pouvoir accueillir des personnes qui sont malades ou qui sont dans des souffrances physiques à travailler différentes créations, de la peinture, de la couture, enfin différents médiums en fait qui vont leur permettre de créer. En fait, elle est arrivée vers moi en disant voilà, je sais que j'ai envie de faire un peu de l'art thérapie, mais je suis pas certaine, je sais pas à quoi vraiment ça fait écho. En même temps, j'ai mon histoire qui parle de ça, mais je suis pas très au clair, etc. Et c'est vrai que quand elle est arrivée avec cette idée-là, on a reparcouru son histoire et en fait, elle a été il y a quelques années touchée par une pathologie assez handicapante. Et elle s'est complètement immergée dans la création. Elle a commencé à peindre, à dessiner, etc. Et en fait, ça a reconnecté à l'enfant qu'elle était quand elle avait, 6, 7, 8 ans. Ou en tout cas, elle était déjà dans une sphère très créative, très émotionnelle. Et en fait, le fait d'avoir cette pathologie, en fait, au début, elle a pu le vivre comme une injustice. Et c'est juste et c'est normal, et je pense que quand il nous arrive des choses compliquées, on a plutôt tendance à dire c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi moi, etc. Et en fait, quand on a reparcouru son histoire, en fait, on a vraiment réussi à comprendre que quelque part tout était écrit, elle pouvait en tout cas l'accueillir de cette manière-là pour qu'elle puisse elle après l'apporter aux autres et dire regardez, moi je sais de quoi je parle parce que c'est la créativité, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la nature, c'est la création qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans ma peau, dans mes douleurs, de mieux appréhender la maladie
Et aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai envie de l'apporter aux autres et voilà pourquoi je crée ce projet-là. Sauf que là, comme ça, en le disant, ça paraît super fluide, mais ça l'est pas pour les évident, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Quand tu le racontes, ça paraît tellement évident. Ouais. Le lien qui peut être fait entre son activité d'aujourd'hui ou son projet, ce qu'elle a vécu. Ouais. En fait, ça l'était pas pour elle. Ça ne l'est pas toujours. Non, ça ne l'est pas toujours. Et là, c'est vrai que le lien est assez évident. Mais il y a d'autres liens qui se font, qui sont un peu plus subtils et qui sont un peu plus complexes à faire émerger. Mais en général, on va quand même toujours à la fin de la première étape, qui est justement de créer un lien entre son histoire et son business. À la fin de la première étape, il y a quand même toujours ce truc de waouh. En fait, il y a aussi cet aspect un peu de maïeutique, quoi, comme on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, de faire accoucher les entrepreneurs de ce qui est important pour eux et de la raison d'être de leur projet. Et des fois, l'accouchement peut se faire difficilement. C'est ça qui est assez dingue parce que il y a certains entrepreneurs, ça va être une évidence, plus ou moins. Et puis il y en a d'autres, il va falloir plusieurs séances même pour pouvoir vraiment aller chercher ça et que ça puisse être clairement exprimé devant nous. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais il y a un autre exemple d'une cliente qui s'appelle Eva, justement, qui faisait des objets de décoration. On a été chercher pourquoi c'est beau, pourquoi c'est important pour elle le beau, la beauté. Alors, on a vraiment travaillé sur le beau. Elle m'a dit, mais moi, le beau, c'est important pour moi. Et en retraçant son parcours, on a compris pourquoi, à un moment donné, quand elle était enfant, elle a eu besoin de se reconnecter au beau parce que c'était une soupape de décompression. Et en fait, en tant que femme, c'était encore en elle, ça. Le beau, c'est une soupape de décompression. Sauf que, cette soupape-là, elle a eu envie de l'incarner dans un projet de décoration, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, c'est intéressant parce que des fois, c'est plus ou moins subtil. Des fois, il faut aller chercher plus loin. Des fois, c'est même un peu étriqué, entre guillemets. Mais de toute façon, moi, tant que je vois dans les yeux de l'entrepreneur quand ça tilt et quand ça connecte. Et moi, tant que j'ai pas ça, de toute façon, j'arrête pas. On n'arrête pas le travail. Comment tu définirais ce que c'est vraiment la raison d'être? Alors, la raison d'être, moi, je le vois vraiment comme le moteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à confondre un peu mission, raison d'être. Alors, la mission pour moi, c'est vraiment... moi, aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à exprimer avec clarté leur mission, leur vision, et de pouvoir le déployer dans un business qui a du sens et d'être, de s'épanouir, de se réaliser au travers de cette activité. Vous voyez, ça commence par un verbe d'action. C'est vraiment ce que je porte, ce que je fais. Pour moi, la raison d'être, c'est le moteur. C'est pourquoi moi, je fais ça aujourd'hui. Et en fait, la raison d'être, c'est parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu, en tout cas moi, mon expression comme quelque chose d'étouffé. Et aujourd'hui, le faire avec les entrepreneurs, ça sert le monde, ça sert d'autres personnes, mais ça me sert aussi moi. Donc c'est hyper vertueux. Et pour moi, la raison d'être, c'est vraiment pourquoi aujourd'hui cette mission-là et pas une autre. Et en général, la raison d'être pour moi s'inscrit dans mon parcours. Voilà, donc c'est vraiment le moteur. Et quand on a des coups de mou, c'est vrai que c'est important d'avoir identifié cet élément parce que ça permet de se remobiliser et de vraiment comprendre que c'est pas une mission qui a été choisie dans un bouquin ou au hasard d'une conversation, quoi. Ça s'inscrit vraiment dans mon parcours et je sais pourquoi je le fais. C'est le why? Ouais. L'ikigai. Alors il y a beaucoup de notions qu'on confond peut-être. Alors oui, il y a why, raison d'être, pourquoi. Pour moi, qui sont les mêmes choses. Il y a Simon Sinek qui a beaucoup révolutionné ce concept du why. Après l'ikigai, j'avoue que c'est pas un outil que j'utilise. Je l'ai déjà un peu pratiqué. Je suis pas particulièrement fan. Je suis pas à l'aise avec cet outil-là. Mais il me semble que ça parle un peu de la même chose, ouais. C'est comment arriver à trouver effectivement sa raison d'être en fonction de ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Enfin, ça prend en compte aussi toutes les sphères, personnelles, professionnelles. Enfin, ouais. Ouais, l'ikigai, il me semble que c'est peut-être plus pour travailler la mission, je pense. Oui, et c'est comment ça rejoint, je crois, la notion de joie aussi, comment être en joie en fait dans sa vie. Ouais. Comment effectivement définir. Alors, ça rejoint la notion de raison d'être, mais peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs niveaux on va réfléchir à plusieurs notions pour arriver à faire une synthèse et croiser aussi les infos pour arriver à trouver le. Oui. Quoi. Ouais. C'est vrai que croiser les infos pour moi c'est extrêmement important. C'est un peu ce que je fais avec l'arbre de vie. On croise les infos, on voit les redondances et on en tire des enseignements, des clés de compréhension. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très intéressant dans l'ikigai, c'est cette notion de joie. Et je pense que on est bon aussi assez naturellement dans ce qu'on fait quand on est à notre place. Ça, c'est aussi un super indicateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être à notre place? Parce que ce sont des expressions qu'on entend beaucoup. Être aligné, tu y fais référence. Être à notre place. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça signifie quoi finalement?
Alors déjà, être à sa place, moi-même, je viens de le dire, mais attention, parce que je pense pas qu'on ait une place en particulier. Ça, c'est pareil, il faut pas dire là je suis à ma place ou je suis pas à ma place. Je pense qu'on peut avoir plusieurs places, et heureusement. Et c'est ce qui fait toute notre beauté aussi d'être humain et notre complexité, notre richesse. Par contre, je pense qu'on a on peut avoir plusieurs places, mais qui vont quand même se dessiner dans une seule tendance. Moi, je sais que le sujet de l'expression, de la communication, ça fait complètement partie de ma vie, j'en suis persuadée, et toute ma vie, je pense que ça sera là, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par ce que je peins aussi, donc, que ce soit par de la peinture, que ce soit par du podcast, je suis enseignante, je suis formatrice, je suis médiatrice, je suis tutrice. Enfin, j'utilise tous les vecteurs, en fait, tous les médiums possibles de l'expression, je les utilise dans ma vie aujourd'hui. Donc, c'est pas anodin, et ça m'appelle, ça me nourrit. Après, c'est une grande tendance, je pense, une mission ou c'est ça, une tendance qui peut avoir plusieurs couleurs et plusieurs pantones, quoi. Donc être à sa place, en tout cas pour moi, c'est déjà se sentir tout simplement bien dans ce qu'on fait et ressentir de la joie. Moi, à chaque fois que je quitte un client, surtout au début, c'était assez hallucinant. J'avais une grosse montée de joie où je me disais mais c'est incroyable à quel point c'est vertueux, ça me fait autant de bien, ça m'apporte autant à moi qu'à l'autre. Et ça, c'est des indicateurs qui sont extrêmement importants. Et pourtant, cette joie-là, je peux la ressentir dans d'autres activités, et c'est OK aussi. On a plusieurs places, et nos places sont vouées à évoluer aussi, parce qu'on est des êtres en mouvement constant. Après, je pense qu'il y a un fil rouge quand même dans nos vies, qui est important d'identifier. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Les valeurs qui m'animent, déjà pour moi, la liberté. Extrêmement importante. Notre liberté d'exprimer. Alors moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas. C'est d'enfermer les gens dans des cases et de couper les personnes de leur essence ou de leur singularité, de leur différence. Je trouve qu'il y a rien de pire que ça, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sentais mal en entreprise, c'est parce que j'avais vraiment, en fait, je crois que j'étais pas à l'aise avec l'idée d'avoir une étiquette et de dire voilà, tu es dans cette sphère-là, tu restes dans cette sphère-là. Enfin, il y a vraiment, je pense que ça vient de l'école, hein. Je pense que j'ai beaucoup souffert du cadre. J'ai beaucoup souffert de l'autorité. Vraiment beaucoup. Et à 32 ans, j'ai toujours un regard un peu assez critique envers certaines autorités ou certaines, parce que j'ai été traumatisée de ça. Traumatisée, oui, c'est ça. J'ai été traumatisée. J'ai été écrasée, étouffée dans ma singularité, dans qui j'étais, dans ma sensibilité, dans mon côté penseuse. Parce que déjà quand j'étais petite, je pense que j'étais déjà une petite penseuse, et on m'a pas du tout, on n'a pas jamais honoré ça. On m'a jamais demandé quelle était moi, qu'est-ce que j'aimais, ou ce que je voulais faire, ou quelle était ma couleur, en fait. Et du coup, c'est vrai que la valeur de liberté, pour moi, elle est extrêmement importante, de pouvoir incarner, exprimer qui nous sommes. Ça, c'est clair. Après, en valeur, alors l'expression, est-ce que c'est une valeur? Je sais pas, mais en tout cas, de laisser la place à chacun de pouvoir porter des messages qui ont du sens pour eux, et ce qui va aussi avec la liberté. Le libre arbitre, je ne sais pas si c'est une valeur, mais aussi ce qui va aussi avec la pratique narrative, il y a aussi cette idée de libre arbitre, dans le sens où n'oublions pas que oui, nous avons été conditionnés. Et évidemment, moi-même, tout le monde, on a tous été conditionnés, et il y a sûrement des conditionnements qu'on fera jamais péter, parce que c'est comme ça, c'est ainsi, c'est pas grave. Par contre, on a un pourcentage de libre arbitre, on n'a pas 100% de libre arbitre. Par contre, on a un pourcentage de libre arbitre qu'il est extrêmement important de s'accaparer pour pouvoir justement se dire, comme le dit Jean-Paul Sartre, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites vous-même de ce qu'on a fait de vous. Donc oui, vous avez un package, vous avez des casseroles, vous avez un sac sur le dos. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire, quelle histoire vous voulez vous raconter, de reprendre un peu ce pouvoir-là pour pouvoir écrire la suite de son histoire. Tu parlais de la liberté, c'est la liberté de choisir, effectivement, et de décider pour soi. C'est ça. Ouais. D'être un peu rebelle, quoi. Hein. Faut être un petit peu rebelle et se dire, moi, ce qu'on a dit de moi, ça me va pas, en fait. Parce que moi, si j'avais pas fait ce travail-là aujourd'hui, en effet, je ne sais pas quelle vie j'aurais eu, mais j'allais te poser la question. J'aurais peut-être été caissière chez Lidl. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment tel quel qu'on me l'a dit quand j'étais enfant à plusieurs reprises, ou en usine, j'avais le choix. Donc, si j'avais cru ça de moi, aujourd'hui, je serais caissière chez Lidl en Normandie. On projetait rien de plus grand pour toi? Ah non, ni à l'école, ni à la maison. Donc, et puis une enfant, elle finit par intégrer quelque part l'info en se disant peut-être qu'ils ont raison, je sais pas. Et puis à un moment donné, la vie a fait que j'ai réussi à retourner ça. Et oui, comment t'as réussi à t'affranchir de ça? Des rencontres. Moi, quand j'étais au lycée, on m'appelait Eva la psy ou Eva la maman, donc il y avait déjà de ça. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a jamais de hasard dans les choix de vie qu'on fait, et qu'on a toujours la graine de notre vocation quelque part. Assez tôt, je pense. Il y a même quelqu'un qui dit qu'on a la graine de notre vocation, notre vocation émerge vers 8-9 ans.
Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Et quand j'étais au lycée, en fait, j'ai toujours été attirée par des personnes plus âgées. Je m'embêtais, en fait. Moi, je sortais pas dans les soirées. Même mes meilleurs amis, que j'ai encore aujourd'hui, 15 ans après, me disaient, mais là, tu viens pas en boîte avec nous? Tu fais quoi ce week-end? Viens avec nous, on te voit jamais. Mais moi, je supportais pas ça, en fait. Je supportais pas je pense qu'il y a un peu d'hypersensibilité aussi. Je supportais pas le bruit, les gens, la foule, tout ça, déjà, j'aimais pas. Et j'étais plutôt attirée vers des personnes plus âgées. Et du coup, avec qui je pouvais avoir des discussions plus profondes, entre guillemets, que des discussions de personnes d'une vingtaine d'années, même si c'était intéressant sur d'autres sujets. Mais moi, j'avais besoin d'aller plus loin. Et je pense que j'avais besoin de rencontrer des personnes qui me montraient des parts de moi que j'avais été incapable de voir avant, toute seule, ou dans le milieu dans lequel j'étais. Donc j'étais attirée vers des gens qui avaient une pensée un peu philosophique, qui m'aidaient par effet miroir à voir des parts de moi que je n'étais incapable de voir. Et il y a eu une belle histoire comme ça avec un journaliste quand j'avais 18 ans. C'est un petit storytelling sympa. Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un journaliste et j'ai eu un gros coup de foudre quand je l'ai vu au loin, sur la place du village, de la ville. Je l'ai aperçu au loin et j'ai eu un gros coup de foudre, j'avoue. Et ce journaliste avait 26 ans. Moi, j'en avais 18, donc c'est vrai que ça faisait une belle petite différence. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à le rencontrer. Et on a eu une belle histoire une courte et belle histoire de 3 mois. Et en fait, cette histoire a changé énormément de choses. Parce que j'ai vu chez lui, dans son regard, que j'étais intelligente en fait. J'étais peut-être pas si inintéressante et inutile et sans valeur etc. Et que si cette personne s'intéressait à moi, c'est qu'en fait j'avais de la valeur. En fait j'étais peut-être pas si bête, pas si moche, pas si inintéressante. Et ça pour moi ça a été un gros déclic parce que j'étais tellement impressionnée par cette personne que je me suis dit si lui s'intéresse à moi c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est à 18 ans que ça a commencé. Donc ça peut être assez tard quand même et assez tôt, ça dépend. Et à partir de là j'ai eu un gros déclencheur. Dans ma vie, c'est là que j'ai décidé de faire des études en communication, que j'ai été jusqu'au master, que je suis partie à Paris, que je me suis battue et que j'ai été bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer avant quoi. Ça a été un gros détonateur cette histoire-là. Et après il y en a eu plein d'autres amicales aussi qui m'ont montré que qui m'ont un peu réparé quoi à ce niveau-là. Et est-ce que ça a fait changer le regard qu'on portait sur toi? Alors ça serait intéressant de poser la question à ma famille, mais qu'est-ce qu'ils disent de toi aujourd'hui? On est un peu pudique dans ce qui peut se dire, bien évidemment. Ouais, je pense qu'ils sont très fiers de moi. Ça c'est une certitude. Ils me le disent pas forcément tous les jours, mais je pense qu'ils sont très fiers du chemin que j'ai pris, de comment j'ai réussi à retourner le game, parce que j'étais pas du tout vouée à ça moi. Enfin, j'étais vraiment la petite fille qui on pariait pas trop sur elle. Après, encore une fois, j'ai aucun jugement, aucune critique de ma famille. Moi, je l'ai vécu comme ça. Une autre enfant l'aurait vécu autrement. L'aurait peut-être même très bien vécu. Enfin, donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, au début, c'était intéressant parce que quand j'ai eu mon master, ils étaient impressionnés. Puis après, quand je suis partie 1 an en voyage, je pense qu'ils étaient aussi impressionnés. Puis maintenant, en fait, ils sont plus, impressionnés, c'était peut-être pas le terme, mais ils étaient fiers. Puis maintenant, ils se disent de toute façon, Eva, maintenant on a compris. Maintenant, voilà, elle a son entreprise, elle est partie vivre au Pays Basque. Enfin voilà. Après, je sais pas ce que les années suivantes me réservent, mais maintenant, c'est un peu, c'est devenu un peu normal entre guillemets que je monte des petites étapes comme ça au fur et à mesure. Donc ouais, je pense qu'ils sont fiers. C'est un peu comme le parcours du héros entre guillemets. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi maintenant 2-3 fois par an, à chaque fois j'ai plein de choses à leur raconter et il se passe tellement de choses dans ma vie que du coup, je pense que j'ai toujours envie de leur apporter aussi tout ce que j'ai appris de mon parcours, de discuter avec eux et ouais, c'est beau, c'est une belle histoire quoi. C'est sûr. Je t'avais fait une petite réflexion par rapport au logo de ton entreprise, qui est assez interpellant parce qu'il est pour moi, il me fait penser à l'œil d'Horus. Alors, je sais pas du tout dans quoi il s'origine ton logo, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir. Est-ce que ça a un lien ou pas? Alors, l'œil d'Horus, j'avais trouvé plein de choses. C'est un symbole associé à la guérison, la protection, la régénération, la vie universelle et éternelle. C'est aussi un symbole de puissance et de victoire du bien sur le mal. Et j'ai également trouvé que ça associe la vision, notamment le pouvoir de la vision, entre l'au-delà et le monde des vivants. Tout un programme. Et je trouvais que ça ressemblait aussi à la glande pinéale. Enfin, l'œil d'Horus ressemble à la glande pinéale. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout? Alors,
C'est Priscilla de l'agence Joya Communication qui a fait mon logo, qui a créé mon logo. Donc je l'adore. Merci pour cette question. Et en fait, à la base, ça n'a pas été inspiré de ça, mais ça résonne quand même pas mal. Mais Priscilla, il me semble qu'elle était partie sur mon œil, tout simplement. Ok. Vu que j'ai des origines berbères, c'est vrai que dans mes yeux, ça peut se voir un peu. Enfin, ça peut faire partie un peu de mon identité. Et du coup, je pense qu'elle avait à cœur, de représenter un peu qui j'étais dans mon logo. Donc c'était un peu jouer justement sur cet œil-là. Et en plus de ça, ce logo-là, si on le retourne à la verticale, en fait c'est une plume. Ça fait une plume aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Tu vois, ça fait une plume. Donc en fait, il y a cette d'histoire, de parcours, de réécrire son parcours, son histoire, de coaching narratif, etc. avec la plume. Moi, je suis très dans l'expression. Il y a aussi l'écriture chez moi, et du coup l'œil. Donc il y a aussi cette notion de vision, d'ouverture. D'aborder les choses sous un nouvel angle, tout ça. Donc ouais, ce logo, je suis très très connectée à ce logo. Je sens qu'il y a beaucoup de. Enfin, je remercierai jamais assez Priscilla sur ce travail-là parce que pour moi, c'est pas qu'un logo, quoi. Il y a vraiment une énergie qui se dégage, une colle à la peau, quoi. Je ne sais pas, c'est très particulier. Elle a vraiment très très bien joué là-dessus, quoi. Oui, puis l'interpelle, enfin, je veux dire, on s'en souvient et il est remarquable. C'est-à-dire, quand on le voit, on associe immanquablement Okara et Eva. Ouais. C'est une vraie identité. C'est une vraie identité. Et puis, le travail qu'on avait fait ensemble, elle avait aussi travaillé sur mes couleurs de naissance. On avait travaillé sur la numérologie et tout. Ouais, les couleurs de naissance. Je sais plus, je pourrais pas trop vous expliquer, mais on avait travaillé, je sais plus quel outil elle avait utilisé. Je m'étais laissé complètement porter, mais les couleurs d'Okara, donc le rose et la couleur un peu plus chaude, c'est des couleurs de naissance. Et c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi après notre rendez-vous, je me suis dit c'est dingue, c'est vrai que j'ai beaucoup ces couleurs chez moi en fait. Donc c'est en lien avec mon identité, ce logo et les couleurs. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton podcast que tu as appelé Expression. Tu l'as lancé récemment. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc du coup, en effet, j'ai lancé le premier épisode là il y a peu de temps. Je suis en train de préparer les autres. Mais l'idée de ce podcast, c'est un autre vecteur d'expression qui permet de mettre en avant des entrepreneurs que j'ai accompagnés, pas que. Je vais aussi interviewer des responsables d'incubateurs pour pouvoir les questionner justement sur le sujet de l'expression. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de porter haut et fort le fait que l'entrepreneuriat peut avoir du sens si on le connecte à son histoire de vie, vraiment, et que du coup, c'est hyper intéressant, je pense, d'avoir des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait ce travail-là pour dire en fait, voilà ce que ça m'a permis de connecter mon histoire à mon business, voilà sur quoi ça m'a débloqué. Et en général, les entrepreneurs témoignent vraiment de cette notion de communication que ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur discours, avec la manière dont ils ont envie de communiquer sur leur entreprise. Donc l'idée, c'est d'apporter à d'autres entrepreneurs des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait ce travail de cohérence, d'harmonie entre qui je suis, mon business, le lien que j'en fais et comment est-ce que ça peut avoir un impact et des bénéfices sur plein de sphères comme ma communication, ma prise de parole, ma confiance, ma détermination, ce que je vais dégager comme énergie aussi quand je vais parler de mon business. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là de l'énergie, du charisme, de la prestance. Un entrepreneur qui est vraiment aligné et qui sait pourquoi il fait les choses, qui est bien dans ses pompes, ça va aussi se sentir énergétiquement ou dans la pièce, quoi, ça se sent. Donc on voit un peu tous les bénéfices que ça peut avoir. Et c'est et d'apporter des clés aussi évidemment aux personnes qui nous écoutent pour faire ce travail-là, quoi. Et de démocratiser vraiment l'importance de l'alignement et de la mission aujourd'hui de l'entrepreneur et de la singularité et de la signature propre de chaque entrepreneur. Où est-ce qu'on peut écouter ton podcast? Alors sur Spotify. Ok. Sur Spotify et sur Ocha aussi. Podcast Expression. Ok. Est-ce que tu es sur des projets en ce moment? Alors oui, évidemment. Que tu as le droit de nous en parler, tu peux nous en parler? Oui, oui, bien sûr. Alors en projet, je pense que je vais réaffiner le programme Okara. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se fait en 3 ou 4 grandes étapes qui sont donc travailler sur la mission, la vision de l'entrepreneur. Je travaille avec lui et son storytelling, son pitch. Et là, je suis en train d'ajouter une dimension sur l'offre aussi. Parce que c'est vrai que quand on travaille les fondamentaux du business, sur la mission, la vision et tout, en général, l'entrepreneur, il va me dire « Ah oui, mais du coup, mon offre, peut-être falloir que j'optimise 2-3 trucs parce que du coup, il y a de remettre au diapason. » Donc, je pense que je vais aussi accompagner du coup sur l'offre pour aider l'entrepreneur à créer une offre signature
qui est en alignement, en adéquation avec la mission et la vision qui a été retravaillée avec moi, ce qui paraît cohérent. Jusqu'à maintenant, je le faisais pas, mais vu que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là, que je connais l'histoire, je connais un peu la personne, etc. En fait, je pense que je peux aussi avoir cet œil, cette prise de recul et dire, regarde cette offre, si tu l'optimises ou si tu ajustes juste cet élément-là, en fait, ça change toute la donne et toi-même, tu vas t'éclater beaucoup plus. Donc là, je pense qu'il y a cet élément-là qui va s'ajouter. Et je réfléchis aussi à certains outils un peu plus intuitifs que je vais ajouter à l'accompagnement. Alors, il y a déjà une séance de visualisation que j'offre aux personnes avec qui je travaille parce que j'ai été formée à l'hypnose. Donc, je pense que c'est intéressant d'utiliser cet outil-là en plus. Puis peut-être d'autres outils, pour l'instant, j'en dis pas plus, je vais voir. Mais là, l'idée, c'est ce que je fais avec les entrepreneurs, et je vais le faire avec moi-même, c'est de encore plus déployer et affirmer ce que j'ai envie, qui j'ai envie d'être dans cet accompagnement, ce que j'ai envie d'apporter, de pas trop me mettre de barrières, parce que je me suis forcément mis un peu des barrières, ce qui est normal ou un peu, mais là, je vais essayer d'en casser quelques-unes pour être encore plus alignée. Donc ça fait partie des projets 2024, ouais, et d'autres aussi. Alors juste pour contextualiser, on est fin octobre, puisque ce sera diffusé en fin d'année. Mais... Yes. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Eva dont tu nous as parlé tout à l'heure? Waouh, c'est émouvant. Je lui dirais, waouh, j'ai envie de pleurer. Non, ça va. Je lui dirais qu'il faut, en fait, qu'elle peut être en paix, quoi. Elle peut être en paix parce que la grande Eva, elle va bien s'occuper d'elle, qu'elle va lui donner ce dont elle a besoin, et qu'elle va même en faire une vocation, je sais pas, mais qu'en tout cas, elle va en faire un fil rouge dans sa vie sur ces sujets de l'expression, d'accepter qui nous sommes, de déployer qui nous sommes, et que en fait tout ce qu'elle vit aujourd'hui, elle comprendra pourquoi plus tard, et elle en fera une force. Et en fait, tout est juste, tout est ok, et il y a même pas à se plaindre de ça. C'est que des enseignements riches pour sa vie d'adulte, quoi. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mon podcast, je l'ai intitulé donc aujourd'hui Écrivons demain. J'avais envie moi de donner la parole à ce que j'ai appelé les acteurs du nouveau monde. Alors en fait, c'est tout simplement pour moi les entrepreneurs ou les humains, hein, mais en tout cas les entrepreneurs humanistes et conscients qui participent tout simplement au mieux-être. Alors tout simplement, c'est pas si évident que ça. Hein, c'est bien pour ça que je le propose aujourd'hui, mais qui se préoccupent en tout cas du mieux-être ou du bien-être de nos humains, de nos animaux, de notre environnement, en tout cas qui ont le souci d'aller bien. C'est quoi pour toi le nouveau monde, Eva? Alors, pour moi, le nouveau monde, ça serait un monde déjà où, en effet, chacun puisse se déployer ça fait un peu cliché tout ça, mais un peu dans son essence propre, quoi. Moi, je pense que j'ai vraiment un sujet aussi sur le déconditionnement qui va avec l'expression, parce que s'exprimer, c'est sortir du conditionnement. Et moi, je suis vraiment pour qu'on aide les gens à faire cela. Je rajouterais même des peurs, des conditionnements et des peurs. Ouais, des peurs qui sont inculquées, qui sont héritées des parents, de l'école, de la société, même d'avant, sûrement des générations d'avant, etc. Pour moi, le nouveau monde, c'est mettre un peu plus de conscience, chacun à notre niveau, sur qui nous sommes et la marque entre guillemets ou la trace qu'on a envie de laisser. Je pense qu'on prend pas assez conscience. On est tellement rangé dans des conditionnements, dans des cases. Mais comment est-ce que je peux connecter à ma propre couleur? C'est-à-dire que chacun puisse retravailler et se réapproprier son identité à minima, parce que comme la métaphore de la plage, du sable, si chacun fait un petit travail sur chaque grain de sable, ça va changer toute la couleur et toute la plage en fait. Et c'est notre responsabilité, parce que en s'enfermant dans nous-mêmes, des fois aussi dans des carcans, dans des cases, et sans remettre en question ce qu'on a pu dire de nous, en fait après on est à notre niveau, on a un impact, donc on va avoir un impact sur nos enfants, qui on va faire du mal aussi, et puis ils vont répéter, et puis en fait on est tous responsables à notre niveau de tout ça, quoi. Et quel est le grain de sable que tu apportes, toi, sur cette plage? Moi, le grain de sable, c'est justement aider chacun à retailler un peu la pierre de son histoire pour pouvoir en faire, lui donner la couleur et la forme qu'elle a envie, quoi. En fait, c'est ça, c'est tailler son grain de sable en se disant, ok, j'ai envie qu'il ait quelle forme, quelle couleur et dans quoi j'ai envie de m'introduire comme dynamique, en fait, avec mon libre arbitre et me repositionner. On oublie trop souvent cette liberté qu'on peut avoir, qui va aussi avec le process d'individuation de Jung, de pouvoir réécrire, retailler son histoire au service de qui nous sommes et de ce que nous avons envie d'être, et des générations futures qui vont être que aussi en partie la résultante de qui nous sommes aujourd'hui. Donc on est responsable, quoi, de tout ça. On arrive à la fin de l'interview.
Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, ça me paraît assez riche et assez complet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on termine avec un petit jeu que je voulais te proposer? Oui, alors qu'est-ce que je pourrais ajouter? Eh bien, que chacun puisse faire ce petit process de se poser. Enfin, moi, je sais que j'ai eu besoin de partir 1 an pour aller éplucher les différentes couches qui étaient un peu néfastes pour moi. Et j'ai pas fini, c'est le travail d'une vie, hein, de toute façon. Et moi, voilà, j'encourage vraiment chaque personne, entrepreneur ou pas. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour donner du sens à sa vie, évidemment, hein, et créer des choses qui ont du sens pour nous. Ça peut se faire dans d'autres dynamiques. Mais vraiment de se poser, de se connecter à son cœur et si besoin de connecter à son enfant intérieur pour pouvoir lui dire bon bah ok, maintenant je suis là, je vais t'accompagner. Je suis pas très fan de ce truc d'enfant intérieur, mais en même temps je l'ai fait moi-même, donc je pense que ça a quand même un réel impact. Et de rêver en fait, genre vraiment rêver quoi, rêver. Et même si on est accablé par plein de mauvaises nouvelles, vraiment des tensions de partout, il faut rêver, il faut y croire, il faut se projeter dans des scénarios positifs et connecter vraiment à son cœur, à son âme et à se dire que c'est possible quoi. Parce que sinon en fait on avance, enfin il y a rien qui avance si personne ne fait à son niveau ce petit travail là. Ben on s'enferme tous dans notre précaré, dans nos peurs, et puis on devient tous, on s'engueule avec le voisin tous les matins, et puis en fait ça n'avance pas. Et c'est les rêves et c'est le cœur qui va donner la dynamique de l'avenir quoi. Donc peut-être pour faire le lien effectivement sur la notion d'enfant intérieur, pour faire le lien aussi à ce que tu avais dit au préalable, c'est se reconnecter à la joie en fait. Qu'est-ce qui nous mettait en joie quand on était enfant? J'avais interviewé Mandus qui nous avait rappelé que pour lui, c'est quand on a aux alentours de 6 ans, enfin du moins avant d'accéder à l'âge de raison, à l'âge de 7 ans, avant, qu'est-ce qui nous mettait en joie? Qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit? Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on serait plus grand? Et c'est comment on se reconnecte à ça pour retrouver de la joie aussi dans sa vie. Et alors c'est que l'enfant intérieur, c'est une notion auquel qu'on peut comprendre ou pas, auquel on peut adhérer ou pas, mais c'est comment on se reconnecte à ça en tout cas. Oui. Avec l'insouciance que l'on avait peut-être quand on était enfant. Oui. C'est moi en hypnose, j'ai appris que l'inconscient il était modelé jusqu'à 6-7 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 6-7 ans chez un enfant, on faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on va lui transmettre comme croyance, comme idée, parce que c'est là qu'il crée son terreau en fait, son terrain. Et il va avoir énormément de mal à le défricher si ça a été compliqué, enfin parce que c'est vraiment à ces âges-là que toute notre carte du monde en fait elle se crée. Donc du coup, c'est vrai que c'est une période de vie, ces âges-là qui sont extrêmement importants. Et en général, si on fait ce travail-là en étant accompagné ou pas, de vraiment se poser la question, on a fait sur ce qu'on aimait, on réalise qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est encore un peu là. Ça prend peut-être une autre forme, mais c'est là, c'est toujours un peu là. Moi, je sais que j'étais une penseuse, déjà. Et est-ce que tu peignais? Parce que tu nous as glissé tout à l'heure que tu peignais. Eh bien, moi, pas plus que ça, j'avoue. Je dessinais, hein, comme beaucoup d'enfants, mais je peignais pas. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère de qui je suis très proche, qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais enfant. Donc je me rappelle, oui, d'avoir dessiné. Je passais beaucoup de temps en nature avec les animaux, parce qu'elle a un super élevage de dogs du Tibet, donc j'ai grandi avec les animaux, avec la nature, avec la peinture. Mais moi, ce qui me caractérisait vraiment en tant qu'enfant, c'était vraiment que j'étais sur la lune en fait. J'étais vraiment sur la lune, et la peinture, ça c'est arrivé il y a très peu de temps, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a dit toi, tu devrais peindre parce que t'as une sensibilité d'artiste. Qu'est-ce que t'attends, vas-y. Et en fait, cette personne, encore une fois, a vu une partie de moi que j'ai mis des années à réveiller, mais qui était bien là quelque part. Ouais. En tout cas, ce côté penseur, rêveuse, artistique, il était déjà là. Il avait juste pas éclos encore quand j'étais petite, quoi. Tes peintures, elles sont visibles quelque part? C'est ton jardin secret. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas peint, mais sur Instagram, ça s'appelle Kaina Ima. Kaina, c'est mon père, et Ima, c'est maman, donc j'essaye de rendre hommage aux deux dans mes peintures. Ima, ça veut dire maman en kabyle. Kaina, c'est mon père qui m'a appelé Kaina parce qu'il est kabyle. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu honorer les deux dans le nom. Et voilà, si vous voulez aller voir, oui, c'est Kaina-Ima sur Instagram. Mais bon, je suis au début. Hein. Alors, on va terminer avec le portrait chinois. Tu te rappelles? Ouais. Si tu étais une fleur, tu serais... Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu, Eva? Alors, le premier auquel je pense, c'est le dal bhat. C'est un plat népalais. Voilà, c'est le premier auquel j'ai pensé. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai adoré ce plat. Déjà, j'ai mangé tous les jours pendant 3 mois et je m'en suis pas lassée. Et puis sûrement pour le côté un peu exotique ou le côté plusieurs saveurs
qui se mélangent très bien les unes aux autres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dal, je crois que c'est lentilles et bat, c'est riz. Alors il y a du riz, il y a des lentilles cuisinées avec une sauce, du curry, etc. Il y a de temps en temps du poisson, de la viande, mais c'est assez rare. Il y a des petites crudités à croquer ou des éléments un peu crus. Et voilà. Quoi, je sais pas. C'est un peu émotionnel, affectif ce plat-là. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Des fois, j'ai envie d'en remanger, ne serait-ce que pour revoyager là-bas, mais voilà. Si tu étais un livre, si j'étais un livre, je serais Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Je l'ai. Non, je l'ai conseillé à une cliente là. Si, je l'ai. Oui. Ouais, j'ai adoré. Il y a un concept dans ce livre qui m'a énormément aidée. Où elle parle des idées en fait que nous ne sommes que nous accrochons les idées. L'inspiration. J'ai adoré sa manière d'expliquer la notion d'inspiration. Moi, je l'ai lu à un moment où j'étais en train de tout début de mon entreprise, quoi. Et elle disait que nous capturons les idées. En fait, les artistes, les penseurs, les écrivains, etc., qu'on capturait les idées pour leur donner vie dans la matière, mais qu'en fait elles sont partout tout autour de nous et que c'est pour ça que des fois à certaines périodes c'est assez hallucinant, mais il y a par exemple des années hyper importantes dans la vie de l'humanité parce que c'est des années où il y a 5 chercheurs qui ont chopé le même diagnostic ou la même idée la même année alors qu'ils sont dans des pays complètement différents, ils sont jamais communiqués les uns avec les autres. Donc il y a vraiment cette idée un peu mystérieuse que comme si les idées étaient un peu des entités qui circulaient. Ouais, dans une conscience comme ça collective, universelle. Ouais, oui. C'est ça. Et que certaines personnes en canalisent, leur donnent vie par des livres, des accompagnements, des podcasts, des mots, des écrits, etc. Des peintures aussi. Et elle a aussi dit quelque chose que j'utilise beaucoup dans l'accompagnement des entrepreneurs, où elle dit que votre œuvre n'est pas votre bébé. C'est l'inverse, en fait. C'est vous qui êtes l'enfant de votre œuvre. Et moi, j'ai approprié ça au business et à nos entreprises en disant, en fait, votre entreprise n'est pas votre bébé. C'est l'inverse. C'est lui qui vous tire vers le haut. C'est elle qui vous fait grandir, en fait. Et moi, je suis complètement alignée avec ça. C'est-à-dire que moi, Okira, je le vois comme un peu comme quand je vois le logo, le nom et tout. Je le vois vraiment comme une énergie, une entité qui me pousse et qui me tire à devenir qui je suis, en fait. Comme si elle avait sa propre conscience. Ouais, quelque part, ouais, c'est ça. En tout cas, je le vois comme on parle d'entité, je crois, quand on parle de SARL. Oui, d'entité, mais aussi on peut parler d'entité énergétique ou de quelque chose, qui avait sa propre énergie, sa propre conscience. Pour moi, complètement. Je suis pas animiste où tout a une énergie ou une âme, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que Okira, moi, me pousse à devenir qui je suis. Il y a vraiment deviens qui tu es. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça permet de devenir qui nous sommes à partir du moment où on l'utilise comme un vecteur qui nous pousse et qui nous aide à péter tous les schémas qu'on doit péter pour devenir ce process d'individuation, en fait. Et dans ce livre-là, du coup, il y avait cette idée où elle disait, votre œuvre, c'est presque vous, le bébé. Parce qu'elle vous fait grandir, elle vous fait devenir qui vous êtes, elle vous aide à vous déployer, à vous affirmer. Et moi, j'ai vraiment cette philosophie-là avec l'entrepreneuriat. Si tu étais un dicton ou une devise ou un proverbe, eh bien, je prendrais celui de Jean-Paul Sartre. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu fais toi-même de ce qu'on a fait de toi. Ça, c'est vraiment une phrase mantra pour moi. Et tu en es une belle illustration avec tout ce que tu nous as raconté sur essayé, toi. Ouais. Si tu étais un film. Alors, si j'étais un film, je pense que je serais Manche Prix M. Encore Elisabeth Gilbert, décidément. Oui. J'avais pas forcément pensé, mais ouais, j'aime beaucoup cette femme. Parce que ça me fait penser à mon parcours au Népal, etc. Initiatique, presque, oui. Ouais, c'était clairement initiatique. Ah ouais, surtout après je suis partie au Pérou, là j'ai vraiment morflé émotionnellement. C'est très initiatique et je me retrouve un peu dans cette femme, ouais, sur le côté artiste, un peu torturée, à chercher du sens, à partir à l'autre bout du monde, à vouloir comprendre, puis ouais, à pas hésiter à faire péter les schémas quand ça va pas, quoi. La découverte de soi, ouais. Et pour finir, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Alors moi, quand j'étais ado, j'étais fan de Catwoman. Parce que je regardais en boucle le film avec, comment elle s'appelle? Alberi? Non. Oui. C'est ça? Ouais, Il y avait un Catwoman avec cette actrice-là et je le regardais en boucle. Et quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, je crois, il est sorti. Et je sentais une puissance chez cette femme. Je me disais, waouh! Moi aussi, ça se trouve, j'ai cette puissance en moi. Et je la trouvais super belle, super sexy et tout, quoi. Et Catwoman, alors parce que
J'aime bien il y a un livre aussi qui s'appelle Imitez votre chat, ou je sais plus, il y a un livre qui prône comme ça toutes les qualités du chat, voilà, la patience, le calme, la sérénité, le je m'en fous un peu, je fais ma petite vie, je m'en fous du regard des autres, et puis ce côté aussi intuitif peut-être, intuitif, un peu sauvage, ouais, voilà, Catwoman. Ok. Merci Eva. Bah merci à toi. Ce fut un plaisir. Yes. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Eva vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.